Honoré de Balzac, Splendeur et misère des courtisanes. Où mènent les mauvais chemins? Partie 8 du livre audio. Donc, pendant que les paniers à salade amenaient Jacques Collin et Lucien à la conciergerie, le juge d'instruction, après avoir déjeuné toutefois, traversait Paris à pied, selon la simplicité de mœurs adoptée par les magistrats parisiens pour se rendre à son cabinet où déjà toutes les pièces de l'affaire étaient arrivées. Voici comment. Tous les juges d'instruction ont un commis greffier, espèce de secrétaire judiciaire assermenté, dont la race se perpétue sans prime, sans encouragement, qui produit toujours d'excellents sujets, chez lesquels le mutisme est naturel et absolu. L'on ignore au palais, depuis l'origine des parlements jusqu'aujourd'hui, l'exemple d'une indiscrétion commise par les greffiers commis aux instructions judiciaires. Gentil a vendu la quittance donnée à Semblancay par Louise de Savoie. Un commis de la guerre a vendu à Czernychev le plan de la campagne de Russie. Tous ces traîtres étaient plus ou moins riches. La perspective d'une place au palais, celle d'un greffe, la conscience du métier suffisent pour rendre le commis greffier d'un juge d'instruction le rival heureux de la tombe, car la tombe est devenue indiscrète depuis les progrès de la chimie. Cet employé, c'est la plume même du juge. Beaucoup de gens comprendront qu'on soit l'arbre de la machine et se demanderont comment on peut en rester l'écrou. Mais l'écrou se trouve heureux, peut-être a-t-il peur de la machine. Le greffier de Camusot, jeune homme de 22 ans, nommé Coquart, était venu le matin prendre toutes les pièces et les notes du juge, et il avait déjà tout préparé dans le cabinet quand le magistrat allait flânant le long des quais, regardant des curiosités dans les boutiques et se demandant en lui-même: comment s'y prendre avec un gaillard aussi fort que Jacques Collin, en supposant que ce soit lui? Le chef de la sûreté le reconnaîtra. Je dois avoir l'air de faire mon métier, ne fût-ce que pour la police. Je vois tant d'impossibilités que le mieux serait d'éclairer la marquise et la duchesse en leur montrant les notes de la police, et je vengerai mon père à qui Lucien a pris Coralie. En découvrant de si noirs scélérats, mon habileté sera proclamée, et Lucien sera bientôt renié par tous ses amis. Allons, l'interrogatoire en décidera. Il entra chez un marchand de curiosités, attiré par une horloge de boule. Ne pas mentir à ma conscience et servir les deux grandes dames. Voilà un chef-d'œuvre d'habileté, pensait-il. Tiens, vous aussi, monsieur le procureur général, dit Camusot à haute voix. Vous cherchez des médailles? C'est le goût de presque tous les justiciables, répondit en riant le comte de Granville, à cause des revers. Et, après avoir regardé la boutique pendant quelques instants, comme s'il y achevait son examen, il emmena Camusot le long du quai, sans que Camusot pût croire à autre chose qu'à un hasard. « Vous allez interroger ce matin monsieur de Rubempré, dit le procureur général. Pauvre jeune homme, je l'aimais. Il y a bien des charges contre lui, dit Camusot. Oui, j'ai vu les notes de la police. Mais elles sont dues, en partie, à un agent qui ne dépend pas de la préfecture, au fameux Corentin, un homme qui a fait couper le cou à plus d'innocents que vous n'enverrez de coupables à l'échafaud, et... Mais ce drôle est hors de notre portée. Sans vouloir influencer la conscience d'un magistrat tel que vous, je ne peux pas m'empêcher de vous faire observer que, si vous pouviez acquérir la conviction de l'ignorance de Lucien relativement au testament de cette fille, il en résulterait qu'il n'avait aucun intérêt à sa mort, car elle lui donnait prodigieusement d'argent. Nous avons la certitude de son absence pendant l'empoisonnement de cette Esther, dit Camusot. Il guettait à Fontainebleau le passage de mademoiselle de Grandlieu et de la duchesse de Lenoncourt. Oh, reprit le procureur général, il conservait, sur son mariage avec mademoiselle de Grandlieu, de telles espérances, je le tiens de la duchesse de Grandlieu elle-même, qu'il n'est pas possible de supposer un garçon si spirituel compromettant tout par un crime inutile. Oui, dit Camusot, surtout si cette Esther lui donnait tout ce qu'elle gagnait. Derville et Nucingen disent qu'elle est morte ignorant la succession qui lui était depuis longtemps échue, ajouta le procureur général.
Mais à quoi croyez-vous donc, alors demanda Camusot, car il y a quelque chose. Un crime commis par les domestiques, répondit le procureur général. Malheureusement, il est bien dans les mœurs de Jacques Collin, car le prêtre espagnol est bien certainement se força évader, de prendre les 750 000 francs produits par la vente de l'inscription des rentes en 3% donnée par Nucingen. Vous pèserez tout, mon cher Camusot, ayez de la prudence. L'abbé Carlos Herrera tient à la diplomatie, mais un ambassadeur qui commettrait un crime ne serait pas sauvegardé par son caractère. Est-ce ou n'est-ce pas l'abbé Carlos Herrera? Voilà la question la plus importante. Et M. de Granville salua comme un homme qui ne veut pas de réponse. Lui aussi veut donc sauver Lucien, pensa Camusot, qui prit par le quai des Lunettes, pendant que le procureur général entrait au palais par la cour de Harlay. Arrivé dans la cour de la conciergerie, Camusot entra chez le directeur de cette prison et l'emmena loin de toute oreille, au milieu du pavé. « Mon cher monsieur, faites-moi le plaisir d'aller à la force, savoir de votre collègue s'il a l'avantage de posséder en ce moment quelque forçat qui ait habité, de 1810 à 1815, le bagne de Toulon. Voyez si vous en avez aussi chez vous. Nous ferons transférer ceux de la force ici pour quelques jours, et vous me direz si le prétendu prêtre espagnol sera reconnu par eux pour être Jacques Collin, dit Trompe-la-Mort. Bien, monsieur Camusot, mais Bibi Lupin est arrivé. Ah, déjà, s'écria le juge. Il était à Melun. On lui a dit qu'il s'agissait de Trompe-la-Mort. Il a souri de plaisir et il attend vos ordres. Envoyez-le-moi. Le directeur de la conciergerie put alors présenter au juge d'instruction la requête de Jacques Collin, en peignant l'état déplorable. « J'avais l'intention de l'interroger le premier, » répondit le magistrat, « mais non pas à cause de sa santé. J'ai reçu ce matin une note du directeur de la force. Or, ce gaillard, qui dit être à l'agonie depuis 24 heures, a si bien dormi que l'on est entré dans son cabanon, à la force, sans qu'il entendît le médecin que le directeur avait envoyé chercher. Le médecin ne lui a pas même tâté le pouls, il l'a laissé dormir. Ce qui prouve qu'il aurait une aussi bonne conscience qu'une aussi bonne santé. Je ne vais croire à cette maladie que pour étudier le jeu de mon homme, dit en souriant M. Camusot. On apprend tous les jours avec les prévenus et les accusés, fit observer le directeur de la conciergerie. La préfecture de police communique avec la conciergerie, et les magistrats, de même que le directeur de la prison, par suite de la connaissance de ces passages souterrains, peuvent s'y rendre avec une excessive promptitude. Ainsi s'explique la facilité miraculeuse avec laquelle le ministère public et les présidents de la cour d'assises peuvent, séance tenante, avoir certains renseignements. Aussi, quand M. Camusot fut en haut de l'escalier qui menait à son cabinet, trouva-t-il Bibi Lupin accouru par la salle des pas perdus. « Quel zèle !» lui dit le juge en souriant. « Ah, c'est que si c'est lui, » répondit le chef de la sûreté, « vous verrez une terrible danse au préau, pour peu qu'il y aurait des chevaux de retour. » Ancien forçat, en argot. « Et pourquoi ? Trompe-la-Mort a mangé la grenouille, et je sais qu'ils ont juré de l'exterminer. » Il signifiait les forçats dont le trésor, confié depuis 20 ans à Trompe-la-Mort, avait été dissipé pour Lucien, comme on le sait. Pourriez-vous retrouver des témoins de sa dernière arrestation ? Donnez-moi 2 citations de témoins, et je vous en amène aujourd'hui. Coquard, dit le juge, en ôtant ses gants, mettant sa canne et son chapeau dans un coin. Remplissez 2 citations sur les renseignements de monsieur l'agent. Il se regarda dans la glace de la cheminée, sur le chambranle de laquelle il y avait, à la place de pendule, une cuvette et un pot à eau. D'un côté, une carafe pleine d'eau et un verre, et de l'autre, une lampe. Le juge sonna. L'huissier vint après quelques minutes. « Ai-je déjà du monde ?» demanda-t-il à l'huissier chargé de recevoir les témoins, de vérifier leurs citations et de les placer dans leur ordre d'arrivée. « Oui, monsieur. Prenez les noms des personnes venues. Apportez-moi la liste. » Les juges d'instruction, avares de leur temps, sont quelquefois obligés de conduire plusieurs instructions à la fois. Telle est la raison des longues factions que font les témoins appelés dans la pièce où se tiennent les huissiers et où retentissent les sonnettes des juges d'instruction. Après, dit Camusot à son huissier, vous irez chercher l'abbé Carlos Herrera.
Ah, il est en espagnol ? En prêtre, m'a-t-on dit. Bah, c'est renouvelé de collet, monsieur Camusot, s'écria le chef de la sûreté. Il n'y a rien de neuf, répondit Camusot en signant deux de ces citations formidables qui troublent tout le monde, même les plus innocents témoins que la justice mande ainsi à comparaître sous des peines graves, faute d'obéir. En ce moment, Jacques Collin avait terminé, depuis une demi-heure environ, sa profonde délibération, et il était sous les armes. Rien ne peut mieux achever de peindre cette figure du peuple en révolte contre les lois que les quelques lignes qu'il avait tracées sur ces papiers graisseux. Le sens du premier était ceci, car ce fut écrit dans le langage convenu entre Asie et lui, l'argot de l'argot, le chiffre appliqué à l'idée. Va chez la duchesse de Maufrigneuse ou chez madame de Sérisy, que l'une ou l'autre voie Lucien avant son interrogatoire, et qu'elle lui donne à lire le papier s'y inclus. Enfin, il faut trouver nos deux voleurs, qu'ils soient à ma disposition, et prêts à jouer le rôle que je leur indiquerai. Cours chez Rastignac. Dis-lui, de la part de celui qu'il a rencontré au bal de l'Opéra, de venir attester que l'abbé Carlos Herrera ne ressemble en rien au Jacques Collin arrêté chez l'avocat. Obtenir pareille chose du docteur Bianchon. Faire travailler les deux femmes à Lucien dans ce but. Sur le papier inclus, il y avait en bon français: Lucien, n'avoue rien sur moi. Je dois être pour toi l'abbé Carlos Herrera. Non seulement c'est ta justification, mais encore un peu de tenue. Et tu as 7 millions. Plus l'honneur sauf. Ces deux papiers collés du côté de l'écriture, de manière à faire croire que c'était un fragment de la même feuille, furent roulés avec un art particulier à ceux qui ont rêvé dans le bagne au moyen d'être libres. Le tout prit la forme et la consistance d'une boule de crasse grosse comme ces têtes en cire que les femmes économes adaptent aux aiguilles dont le chat s'est rompu. Si c'est moi qui vais à l'instruction le premier, nous sommes sauvés. Mais si c'est le petit, tout est perdu, se dit-il en attendant. Ce moment était si cruel que cet homme si fort eut le visage couvert d'une sueur blanche. Ainsi, cet homme prodigieux devinait vrai dans sa sphère de crime, comme Molière dans la sphère de la poésie dramatique, comme Cuvier avec les créations disparues. Le génie en toute chose est une intuition. Au-dessous de ce phénomène, le reste des œuvres remarquables se doit au talent. En ceci consiste la différence qui sépare les gens du premier des gens du second ordre. Le crime a ses hommes de génie. Jacques Collin, aux abois, se rencontrait avec madame Camusot, l'ambitieuse, et avec madame de Sérisy, dont l'amour s'était réveillé sous le coup de la terrible catastrophe où s'abîmait Lucien. Tel était le suprême effort de l'intelligence humaine contre l'armure d'acier de la justice. En entendant crier la lourde ferraille des serrures et des verrous de sa porte, Jacques Collin reprit son masque de mourant. Il y fut aidé par l'énivrante sensation de plaisir que lui causa le bruit des souliers du surveillant dans le corridor. Il ignorait par quels moyens Asie arriverait jusqu'à lui, mais il comptait la voir sur son passage, surtout après la promesse qu'il en avait reçue à l'arcade Saint-Jean. Après cette heureuse rencontre, Asie était descendue sur la grève. En 1830, le nom de la grève avait un sens aujourd'hui perdu. Toute la partie du quai, depuis le pont d'Arcole jusqu'au pont Louis-Philippe, était alors telle que la nature l'avait faite, à l'exception de la voie pavée qui d'ailleurs était disposée en talus. Aussi, dans les grandes eaux, pouvait-on aller en bateau le long des maisons et dans les rues en pente qui descendaient sur la rivière. Sur ce quai, les rez-de-chaussée étaient presque tous élevés de quelques marches. Quand l'eau battait le pied des maisons, les voitures prenaient par l'épouvantable rue de la Mortellerie, abattue tout entière aujourd'hui pour agrandir l'hôtel de ville. Il fut donc facile à la fausse marchande de pousser rapidement la petite voiture au bas du quai et de l'y cacher jusqu'à ce que la véritable marchande, qui d'ailleurs buvait le prix de sa vente en bloc dans un des ignobles cabarets de la rue de la Mortellerie, vint la reprendre à l'endroit où l'emprunteuse avait promis de la laisser. En ce moment, on achevait l'agrandissement du quai Pelletier. L'entrée du chantier était gardée par un invalide, et la brouette confiée à ses soins ne courait aucun risque.
Asie prit aussitôt un fiacre sur la place de l'hôtel de ville et dit au cocher « Au temple, et du train, il y a gras ». Une femme vêtue comme l'était Asie pouvait, sans exciter la moindre curiosité, se perdre dans la vaste halle où s'amoncellent toutes les guenilles de Paris, où grouillent 1000 marchands ambulants, où babillent 200 revendeuses. Les deux prévenues étaient à peine écrouées qu'elles se faisaient habiller dans un petit entresol humide et bas situé au-dessus d'une de ces horribles boutiques où se vendent tous les restes d'étoffes volées par les couturières ou par les tailleurs, et tenues par une vieille demoiselle appelée la Romette, de son petit nom de Jéromette. La Romette était aux marchandes à la toilette ce que ces madames la ressource sont elles-mêmes aux femmes, dites, comme il faut, dans l'embarras, une usurière à 100%. « Ma fille, dit Asie, il s'agit de me ficeler. Je dois être au moins une baronne du faubourg Saint-Germain. Et bricolons tout plus vite que ça, reprit-elle, car j'ai les pieds dans l'huile bouillante. Tu sais quelles robes me vont. En avant le pot de rouge, trouve-moi des dentelles chouettes, et donne-moi les plus reluisants bibelots. Envoie la petite chercher un fiacre, et qu'elle le fasse arrêter à notre porte de derrière. »« Oui, madame, » répondit la vieille fille avec une soumission et un empressement de servante en présence de sa maîtresse. Si cette scène avait eu quelques témoins, il eût facilement vu que la femme cachée sous le nom d'Asie était chez elle. « On me propose des diamants, » dit la Romette en coiffant Asie. « Sont-ils volés ? Je le crois. » « Eh bien, quel que soit le profit, mon enfant, il faut s'en priver. Nous avons les curieux à craindre pendant quelque temps. » On comprend dès lors comment Asie put se trouver dans la salle des pas perdus du palais de justice, une citation à la main, se faisant guider dans les corridors et dans les escaliers qui mènent chez les juges d'instruction, et demandant M. Camusot, un quart d'heure environ avant l'arrivée du juge. Asie ne se ressemblait plus à elle-même. Après avoir, comme une actrice, lavé son visage de vieille, mis du rouge et du blanc, elle s'était enveloppé la tête d'une admirable perruque blonde. Mise absolument comme une dame du faubourg Saint-Germain en quête de son chien perdu, elle paraissait avoir 40 ans, car elle s'était caché le visage sous un magnifique voile de dentelle noire. Un corset rudement sanglé contenait sa taille de cuisinière. Très bien gantée, armée d'une tournure un peu forte, elle exhalait une odeur de poudre à la maréchale. Badinant avec un sac à monture en or, elle partageait son attention entre les murailles du palais où elle errait évidemment pour la première fois et la laisse d'un joli King's Dog. Une pareille douairière fut bientôt remarquée par la population en robe noire de la salle des pas perdus. Outre les avocats sans cause qui balayent cette salle avec leurs robes et qui nomment les grands avocats par leur nom de baptême, à la manière des grands seigneurs entre eux, pour faire croire qu'ils appartiennent à l'aristocratie de l'ordre, on voit souvent de patients jeunes gens, à la dévotion des avoués, faisant le pied de grue à propos d'une seule cause retenue en dernier et susceptible d'être plaidée si les avocats des causes retenues en premier se faisaient attendre. Ce serait une peinture curieuse que celle des différences entre chacune des robes noires qui se promènent dans cette immense salle 3 par 3, quelquefois 4 à 4, en produisant par leur causerie l'immense bourdonnement qui retentit dans cette salle, si bien nommée, car la marche use les avocats autant que les prodigalités de la parole. Mais elle trouvera place dans l'étude destinée à peindre les avocats de Paris. Asie avait compté sur les flâneurs du palais, elle riait sous cape de quelques plaisanteries qu'elle entendait, et finit par attirer l'attention de Massol, un jeune stagiaire plus occupé de la gazette des tribunaux que par ses clients, qui mit en riant ses bons offices à la discrétion d'une femme si bien parfumée et si richement habillée. Asie prit une petite voix de tête pour expliquer à cet obligeant monsieur qu'elle se rendait à une citation d'un juge nommé Camusot. « Ah, pour l'affaire Rubempré !» Le procès avait déjà son nom. « Oh, ce n'est pas moi, c'est ma femme de chambre, une fille surnommée Europe que j'ai vue pendant 24 heures et qui s'est enfuie en voyant que mon Suisse m'apportait ce papier timbré. » Puis, comme toutes les vieilles femmes dont la vie se passe en bavardage au coin du feu, poussée par Massol,
elle fit des parenthèses. Elle raconta ses malheurs avec son premier mari, l'un des 3 directeurs de la caisse territoriale. Elle consulta le jeune avocat sur la question de savoir si elle devait entamer un procès avec son gendre, le comte de Grossnarp, qui rendait sa fille très malheureuse, et si la loi lui permettait de disposer de sa fortune. Massol ne pouvait, malgré ses efforts, deviner si la citation était donnée à la maîtresse ou à la femme de chambre. Dans le premier moment, il s'était contenté de jeter les yeux sur cette pièce judiciaire dont les exemplaires sont bien connus, car, pour plus de célérité, elle est imprimée, et les greffiers des juges d'instruction n'ont plus qu'à remplir des blancs ménagés pour les noms et la demeure des témoins, l'heure de la comparution, etc. Asie se faisait expliquer le palais, qu'elle connaissait mieux que l'avocat ne le connaissait lui-même. Enfin, elle finit par lui demander à quelle heure ce monsieur Camusot venait. Mais en général, les juges d'instruction commencent leurs interrogatoires vers 10 heures. « Il est 10h moins un quart, » dit-elle en regardant à une jolie petite montre, un vrai chef-d'œuvre de bijouterie qui fit penser à Massol. Où la fortune va-t-elle se nicher? En ce moment, Asie était arrivée à cette salle obscure donnant sur la cour de la conciergerie et où se tiennent les huissiers. En apercevant le guichet à travers la croisée, elle s'écria « Qu'est-ce que c'est que ces grands murs-là » ? « C'est la conciergerie. »« Ah, voilà la conciergerie où notre pauvre reine… Oh, je voudrais bien voir son cachot. »« C'est impossible, madame la baronne, » répondit l'avocat qui donnait le bras à la douairière. « Il faut avoir des permissions qui s'obtiennent très difficilement. »« On m'a dit, » reprit-elle, « que Louis XVIII avait fait lui-même, et en latin, l'inscription qui se trouve dans le cachot de Marie-Antoinette. »« Oui, madame la baronne. »« Je voudrais savoir le latin pour étudier les mots de cette inscription-là, » répliqua-t-elle. « Croyez-vous que M. Camusot puisse me donner une permission ?»« Cela ne le regarde pas. Mais il peut vous accompagner. »« Mais ces interrogatoires, » dit-elle. « Oh, » répondit Massol, « les prévenus peuvent attendre. »« Tiens, ils sont prévenus, c'est vrai, » répliqua naïvement Asie. « Mais je connais monsieur de Granville, votre procureur général. » Cette interjection produisit un effet magique sur les huissiers et sur l'avocat. « Ah, vous connaissez monsieur le procureur général ?» dit Massol, qui pensait à demander le nom et l'adresse de la cliente que le hasard lui procurait. « Je le vois souvent chez monsieur de Sérisy, son ami. Madame de Sérisy est ma parente par les Ronquerolles. »« Mais si madame veut descendre à la conciergerie, dit un huissier, elle… »« Oui, dit Massol. » Et les huissiers laissèrent descendre l'avocat et la baronne, qui se trouvèrent bientôt dans le petit corps de garde auquel aboutit l'escalier de la Souricière, local bien connu d'Asie, et qui forme, ainsi qu'on l'a vu, entre la Souricière et la 6e chambre, comme un poste d'observation par où tout le monde est obligé de passer. « Demandez donc à ces messieurs si monsieur Camusot est venu, » dit-elle, en observant les gendarmes qui jouaient aux cartes. « Oui, madame, il vient de monter de la Souricière. »« La Souricière, » dit-elle, « qu'est-ce que c'est ? Oh, suis-je bête de ne pas être allée tout droit chez le comte de Granville. Mais je n'ai pas le temps. Menez-moi, monsieur, parler à monsieur Camusot avant qu'il ne soit occupé. »« Oh, madame, vous avez bien le temps de parler à monsieur Camusot, » dit Massol. « En lui faisant passer votre carte, il vous évitera le désagrément de faire antichambre avec les témoins. On a des égards au palais pour les femmes comme vous. Vous avez des cartes. » En ce moment, Asie et son avocat se trouvaient précisément devant la fenêtre du corps de garde d'où les gendarmes peuvent voir le mouvement du guichet de la conciergerie. Les gendarmes, nourris dans le respect dû aux défenseurs de la veuve et de l'orphelin, connaissant d'ailleurs les privilèges de la robe, tolérèrent pour quelques instants la présence d'une baronne accompagnée d'un avocat. Asie se laissa raconter par le jeune avocat les épouvantables choses qu'un jeune avocat peut dire sur le guichet. Elle refusa de croire qu'on fit la toilette au condamné à mort derrière les grilles qu'on lui désignait, mais le brigadier le lui affirma. « Comme je voudrais voir cela, » dit-elle. Elle resta là, coquetant avec le brigadier et son avocat, jusqu'à ce qu'elle vit Jacques Collin, soutenu par 2 gendarmes et précédé de l'huissier de monsieur Camusot sortant du guichet. « Ah, voilà l'aumônier des prisons qui vient sans doute de préparer un malheureux.
Non, non, madame la baronne, répondit le gendarme. C'est un prévenu qui vient à l'instruction. Et de quoi donc est-il accusé? Il est impliqué dans cette affaire d'empoisonnement. Oh, je voudrais bien le voir. Vous ne pouvez pas rester ici, dit le brigadier, car il est au secret et va traverser notre corps de garde. Tenez, madame, cette porte donne sur l'escalier. Merci, monsieur l'officier, dit la baronne en se dirigeant vers la porte pour se précipiter dans l'escalier, où elle s'écria « Mais où suis-je » Cet éclat de voix alla jusqu'à l'oreille de Jacques Collin, qu'elle voulait ainsi préparer à la voir. Le brigadier courut après madame la baronne, la saisit par le milieu du corps et la transporta comme une plume au milieu de 5 gendarmes qui s'étaient dressés comme un seul homme. Car, dans ce corps de garde, on se défie de tout. C'était de l'arbitraire, mais de l'arbitraire nécessaire. L'avocat lui-même avait poussé 2 exclamations. « Madame, madame !» pleine d'effroi, tant il craignait de se compromettre. L'abbé Carlos Herrera, presque évanoui, s'arrêta sur une chaise dans le corps de garde. « Pauvre homme !» dit la baronne. « Est-ce là un coupable ?» Ces paroles, quoique prononcées à l'oreille du jeune avocat, furent entendues par tout le monde, car il régnait dans cet affreux corps de garde un silence de mort. Quelques personnes privilégiées obtiennent quelquefois la permission de voir les fameux criminels pendant qu'ils passent dans ce corps de garde ou dans les couloirs, en sorte que l'huissier et les gendarmes chargés d'amener l'abbé Carlos Herrera ne firent aucune observation. D'ailleurs, il existait, grâce au dévouement du brigadier qui avait empoigné la baronne pour empêcher toute communication entre le prévenu mis au secret et les étrangers, un espace très rassurant. « Allons !» dit Jacques Collin, qui fit un effort pour se lever. En ce moment, la petite boule tomba de sa manche, et la place où elle s'arrêta fut remarquée par la baronne, à qui son voile laissait la liberté de ses regards. Humide et graisseuse, la boulette n'avait pas roulé, car ces petites choses, en apparence indifférentes, étaient toutes calculées par Jacques Collin pour une complète réussite. Lorsque le prévenu fut conduit dans la partie supérieure de l'escalier, Asie lâcha très naturellement son sac et le ramassa lestement, mais en se baissant, elle avait pris la boule, que sa couleur, absolument pareille à celle de la poussière et de la boue du plancher, empêchait d'être aperçue. « Ah !» dit-elle, « ça m'a serré le cœur. Il est mourant. »« Ou il le paraît, » répliqua le brigadier. « Monsieur, » dit Asie à l'avocat, « conduisez-moi promptement chez monsieur Camusot. Je viens pour cette affaire, et peut-être sera-t-il bien aise de me voir avant d'interroger ce pauvre abbé. » L'avocat et la baronne quittèrent le corps de garde aux murs oléagineux et fuligineux. Mais, quand ils furent en haut de l'escalier, Asie fit une exclamation. « Eh, mon chien! Oh, monsieur, mon pauvre chien !» Et, comme une folle, elle s'élança dans la salle des pas perdus, en demandant son chien à tout le monde. Elle atteignit la galerie marchande et se précipita vers un escalier en disant « Le voilà !» Cet escalier était celui qui mène à la cour de Harley, par où, sa comédie jouée, elle alla se jeter dans un des fiacres qui stationnent au quai des Orfèvres, et elle disparut avec le mandat à comparaître lancé contre Europe, dont les véritables noms étaient encore ignorés par la police et par la justice. « Rue Neuf-Saint-Marc !» cria-t-elle au cocher. Asie pouvait compter sur l'inviolable discrétion d'une marchande à la toilette appelée Madame Nourrisson, également connue sous le nom de Madame Saint-Estève, qui lui prêtait non seulement son individualité, mais encore sa boutique, où Nuncingen avait marchandé la livraison d'Esther. Asie était là comme chez elle, car elle occupait une chambre dans le logement de Madame Nourrisson. Elle paya le fiacre et monta dans sa chambre après avoir salué Madame Nourrisson de manière à lui faire comprendre qu'elle n'avait pas le temps d'échanger 2 mots. Une fois loin de tout espionnage, Asie se mit à déplier les papiers avec les soins que les savants prennent pour dérouler des palimpsestes. Après avoir lu ces instructions, elle jugea nécessaire de transcrire sur du papier à lettres les lignes destinées à Lucien. Puis elle descendit chez Madame Nourrisson, qu'elle fit causer pendant le temps qu'une petite fille de boutique alla chercher un fiacre sur le boulevard des Italiens. Asie eut ainsi les adresses de la duchesse de Maufrigneuse et de Madame de Sérisy, que connaissait Madame Nourrisson par ses relations avec les femmes de chambre. Ces diverses courses, ces occupations minutieuses, employèrent plus de 2 heures.
Madame la duchesse de Maufrigneuse, qui demeurait en haut du faubourg Saint-Honoré, fit attendre Madame de Saint-Estève pendant 1 heure, quoique la femme de chambre lui eût fait passer par la porte de son boudoir, après y avoir frappé, la carte de Madame de Saint-Estève, sur laquelle Asie avait écrit « Venue pour une démarche urgente concernant Lucien ». Au premier rayon qu'elle jeta sur la figure de la duchesse, Asie comprit combien sa visite était intempestive. Aussi s'excusa-t-elle d'avoir troublé le repos de Madame la duchesse sur le péril dans lequel se trouvait Lucien. « Qui êtes-vous » demanda la duchesse sans aucune formule de politesse en toisant Asie, qui pouvait bien être prise pour une baronne par maître Massol dans la salle des pas-perdus, mais qui, sur les tapis du petit salon de l'hôtel de Cadignan, faisait l'effet d'une tache de cambouis sur une robe de satin blanc. « Je suis une marchande à la toilette, Madame la duchesse, car, en semblable conjoncture, on s'adresse aux femmes dont la profession repose sur une discrétion absolue. Je n'ai jamais trahi personne, et Dieu sait combien de grandes dames m'ont confié leurs diamants. Pour 1 mois, en demandant des parures en faux absolument pareilles aux leurs. »« Vous avez un autre nom ?» dit la duchesse en souriant d'une réminiscence que provoquait en elle cette réponse. « Oui, Madame la duchesse. Je suis Madame de Saint-Estève dans les grandes occasions, mais je me nomme, dans le commerce, Madame Nourrisson. »« Bien, bien, » répondit vivement la duchesse en changeant de ton. « Je puis, » dit Asie en continuant, « rendre de grands services, car nous avons les secrets des maris aussi bien que ceux des femmes. J'ai fait beaucoup d'affaires avec monsieur de Marsay que Madame la duchesse... »« Assez, assez, » s'écria la duchesse. « Occupons-nous de Lucien. Si Madame la duchesse veut le sauver, il faudrait qu'elle eût le courage de ne pas perdre de temps à s'habiller. D'ailleurs, Madame la duchesse ne pourrait pas être plus belle qu'elle ne l'est en ce moment. Vous êtes jolie à croquer, parole d'honneur de vieille femme. Enfin, ne faites pas atteler, madame, et montez en fiacre avec moi. Venez chez Madame de Sérisy, si vous voulez éviter des malheurs plus grands que ne le serait celui de la mort de ce chérubin. »« Allez, je vous suis, » dit alors la duchesse, après un moment d'hésitation. « À nous deux, nous donnerons du courage à Léontine. » Malgré l'activité vraiment infernale de cette Dorine du bagne, 3 heures sonnaient quand elle entrait avec la duchesse de Maufrigneuse chez Madame de Sérisy, qui demeurait rue de la Chaussée-d'Antin. Mais là, grâce à la duchesse, il n'y eut pas un instant de perdu. Toutes deux, elles furent aussitôt introduites auprès de la comtesse, qu'elles trouvèrent couchée sur un divan dans un chalet en miniature, au milieu d'un jardin embaumé par les fleurs les plus rares. « C'est bien, » dit Asie en regardant autour d'elle, « on ne pourra pas nous écouter. »« Ah, ma chère, je me meurs. Voyons, Diane, qu'as-tu fait ?» s'écria la comtesse qui bondit comme un faon en saisissant la duchesse par les épaules et fondant en larmes. « Allons, Léontine, il y a des occasions où les femmes comme nous ne doivent pas pleurer, mais agir, » dit la duchesse en forçant la comtesse à se rasseoir avec elle sur le canapé. Asie étudia cette comtesse avec ce regard particulier aux vieilles rouées et qu'elle promène sur l'âme d'une femme avec la rapidité des bistouris de la chirurgie fouillant une plaie. La compagne de Jacques Collin reconnut alors les traces du sentiment le plus rare chez les femmes du monde, une vraie douleur. Cette douleur qui fait des sillons ineffaçables dans le cœur et sur le visage. Dans la mise, pas la moindre coquetterie. La comtesse comptait alors 45 printemps, et son peignoir en mousseline imprimée et chiffonnée laissait voir le corsage sans aucune préparation ni corset. Les yeux cerclés d'un tour noir, les joues marbrées, attestaient des larmes amères. Pas de ceinture au peignoir. Les broderies de la jupe de dessous et de la chemise étaient fripées. Les cheveux ramassés sous un bonnet de dentelle, ignorant les soins du peigne depuis 24 heures, montraient une courte natte grêle et toutes les mèches à boucles dans leur pauvreté. Léontine avait oublié de mettre ses fausses nattes. « Vous aimez pour la première fois de votre vie », lui dit sentencieusement Asie. Léontine alors aperçut Asie et fit un mouvement d'effroi. « Qui est-ce, ma chère Diane ?» dit-elle à la duchesse de Maufrigneuse. « Qui veux-tu que je t'amène, si ce n'est une femme dévouée à Lucien et prête à nous servir ?»
Asie avait deviné la vérité. Madame de Sérizy, qui passait pour être une des femmes du monde les plus légères, avait eu, pour le marquis d'Aiglemont, un attachement de 10 années. Depuis le départ du marquis pour les colonies, elle était devenue folle de Lucien, et l'avait détaché de la duchesse de Maufrigneuse, ignorant, comme tout Paris d'ailleurs, l'amour de Lucien pour Esther. Dans le grand monde, un attachement constaté gâte plus la réputation d'une femme que 10 aventures secrètes, à plus forte raison 2 attachements. Néanmoins, comme personne ne comptait avec madame de Sérizy, l'historien ne saurait garantir sa vertu à 2 écornures. C'était une blonde de moyenne taille, conservée comme les blondes qui se sont conservées, c'est-à-dire paraissant à peine avoir 30 ans, fluette sans maigreur, blanche, à cheveux cendrés. Les pieds, les mains, le corps d'une finesse aristocratique, spirituelle comme une ronquerolle, et par conséquent aussi méchante pour les femmes qu'elle était bonne pour les hommes. Elle avait toujours été préservée par sa grande fortune, par la haute position de son mari, par celle de son frère, le marquis de Ronquerolles, des déboires dont eût été sans doute abreuvée toute autre femme qu'elle. Elle avait un grand mérite. Elle était franche dans sa dépravation, elle avouait son culte pour les mœurs de la Régence. Or, à 42 ans, cette femme, pour qui les hommes avaient été jusque-là d'agréables jouets, et à qui, chose étrange, elle avait accordé beaucoup en ne voyant dans l'amour que des sacrifices à subir pour les dominer, avait été saisie, à l'aspect de Lucien, par un amour semblable à celui du baron de Nucingen pour Esther. Elle avait alors aimé, comme venait de le lui dire Asie, pour la première fois de sa vie. Ces transpositions de jeunesse sont plus fréquentes qu'on ne le croit chez les Parisiennes, chez les grandes dames, et causent les chutes inexplicables de quelques femmes vertueuses au moment où elles atteignent au port de la quarantaine. La duchesse de Maufrigneuse était la seule confidente de cette passion terrible et complète dont les bonheurs, depuis les sensations enfantines du premier amour jusqu'aux gigantesques folies de la volupté, rendaient Léontine folle et insatiable. L'amour vrai, comme on sait, est impitoyable. La découverte d'une Esther avait été suivie d'une de ces ruptures colériques où, chez les femmes, la rage va jusqu'à l'assassinat. Puis la période des lâchetés auxquelles l'amour sincère s'abandonne avec tant de délices était venue. Aussi, depuis un mois, la comtesse aurait-elle donné 10 ans de sa vie pour revoir Lucien pendant 8 jours. Enfin, elle en était arrivée à accepter la rivalité d'Esther, au moment où, dans ce paroxysme de tendresse, avait éclaté, comme une trompette du jugement dernier, la nouvelle de l'arrestation du bien-aimé. La comtesse avait failli mourir, son mari l'avait gardée lui-même au lit, en craignant les révélations du délire. Et depuis 24 heures, elle vivait avec un poignard dans le cœur. Elle disait, dans sa fièvre, à son mari, « Délivre Lucien, et je ne vivrai plus que pour toi. » Il ne s'agit pas de faire des yeux de chèvre morte, comme dit madame la duchesse, s'écria la terrible Asie en secouant la comtesse par le bras. Si vous voulez le sauver, il n'y a pas une minute à perdre. Il est innocent, je le jure sur les os de ma mère. Oh oui, n'est-ce pas, cria la comtesse en regardant avec bonté l'affreuse commère. Mais, dit Asie en continuant, si monsieur Camusot l'interroge mal, avec 2 phrases il peut en faire un coupable. Et si vous avez le pouvoir de vous faire ouvrir la conciergerie et de lui parler, partez à l'instant et remettez-lui ce papier. Demain, il sera libre, je vous le garantis. Tirez-le de là, car c'est vous qui l'y avez mis. Moi ? Oui, vous. Vous autres grandes dames, vous n'avez jamais le sou, même quand vous êtes riches à millions. Quand je me donnais le luxe d'avoir des gamins, ils avaient leurs poches pleines d'or. Je m'amusais de leur plaisir. C'est si bon d'être à la fois mère et maîtresse. Vous autres, vous laissez crever de faim les gens que vous aimez, sans vous enquérir de leurs affaires. Esther, elle, ne faisait pas de phrases. Elle a donné, au prix de la perdition de son corps et de son âme, le million qu'on demandait à votre Lucien. Et c'est ce qui l'a mis dans la situation où il est. Pauvre fille, elle a fait cela. Je l'aime, dit Léontine. Ah, maintenant, dit Asie avec une ironie glaciale. Elle était bien belle, mais maintenant, mon ange,
tu es bien plus belle qu'elle, et le mariage de Lucien avec Clotilde est si bien rompu que rien ne peut le remmancher, dit tout bas la duchesse à Léontine. L'effet de cette réflexion et de ce calcul fut tel sur la comtesse qu'elle ne souffrit plus. Elle se passa les mains sur le front, elle fut jeune. « Allons, ma petite, haut la patte et du train !» dit Asie, qui vit cette métamorphose et en devina le ressort. « Mais, dit madame de Maufrigneuse, s'il faut empêcher avant tout monsieur Camusot d'interroger Lucien, nous le pouvons en lui écrivant 2 mots, que nous allons envoyer au palais par ton valet de chambre, Léontine. »« Rentrons alors chez moi, dit madame de Sérisy. » Voici ce qui se passait au palais pendant que les protectrices de Lucien obéissaient aux ordres tracés par Jacques Collin. Les gendarmes transportèrent le moribond sur une chaise placée en face de la croisée dans le cabinet de monsieur Camusot, qui se trouvait assis dans son fauteuil devant son bureau. Coquart, sa plume à la main, occupait une petite table à quelques pas du juge. La situation des cabinets des juges d'instruction n'est pas indifférente, et si ce n'est pas avec intention qu'elle a été choisie, on doit avouer que le hasard a traité la justice en sœur. Ces magistrats sont comme les peintres, ils ont besoin de la lumière égale et pure qui vient du nord, car le visage de leur criminel est un tableau dont l'étude doit être constante. Aussi, presque tous les juges d'instruction placent-ils leur bureau comme était celui de Camusot, de manière à tourner le dos au jour et, conséquemment, à laisser la face de ceux qu'ils interrogent exposée à la lumière. Pas un d'eux, au bout de 6 mois d'exercice, ne manque à prendre un air distrait, indifférent, quand il ne porte pas de lunettes, tant que dure un interrogatoire. C'est un subit changement de visage, observé par ce moyen et causé par une question faite à brûle-pourpoint, que fut due la découverte du crime commis par Castin, au moment où, après une longue délibération avec le procureur général, le juge allait rendre ce criminel à la société, faute de preuves. Ce petit détail peut indiquer aux gens les moins compréhensifs combien est vive, intéressante, curieuse, dramatique et terrible la lutte d'une instruction criminelle, lutte sans témoin, mais toujours écrite. Dieu sait ce qui reste sur le papier de la scène la plus glacialement ardente, où les yeux, l'accent, un tressaillement dans la face, la plus légère touche de coloris ajoutée par un sentiment, tout a été périlleux comme entre sauvages qui s'observent pour se découvrir et se tuer. Un procès-verbal, ce n'est donc plus que les cendres de l'incendie. « Quels sont vos véritables noms ?» demanda Camusot à Jacques Collin. « Don Carlos Herrera, chanoine du chapitre royal de Tolède, envoyé secret de Sa Majesté Ferdinand VII. » Il faut faire observer ici que Jacques Collin parlait le français comme une vache espagnole, en baragouinant de manière à rendre ses réponses presque inintelligibles et à s'en faire demander la répétition. Les germanismes de M. de Nucingen ont déjà trop émaillé cette scène pour y mettre d'autres phrases soulignées difficiles à lire et qui nuiraient à la rapidité d'un dénouement. « Vous avez des papiers qui constatent les qualités dont vous parlez ?» demanda le juge. « Oui, monsieur. » Un passeport, une lettre de Sa Majesté catholique qui autorise ma mission. Enfin, vous pouvez envoyer immédiatement à l'ambassade d'Espagne 2 mots que je vais écrire devant vous. Je serai réclamé. Puis, si vous avez besoin d'autres preuves, j'écrirai à son éminence le grand aumônier de France, et il enverrait aussitôt ici son secrétaire particulier. « Vous prétendez-vous toujours mourant ?» dit Camusot. « Si vous aviez véritablement éprouvé les souffrances dont vous vous êtes plaint depuis votre arrestation, vous devriez être mort, » reprit le juge avec ironie. « Vous faites le procès au courage d'un innocent et à la force de son tempérament, » répondit avec douceur le prévenu. « Coquart, sonnez. Faites venir le médecin de la conciergerie et un infirmier. Nous allons être obligés de vous ôter votre redingote et de procéder à la vérification de la marque sur votre épaule, » reprit Camusot. « Monsieur, je suis entre vos mains. » Le prévenu demanda si son juge aurait la bonté de lui expliquer ce qu'était cette marque et pourquoi la chercher sur son épaule. Le juge s'attendait à cette question. « Vous êtes soupçonné d'être Jacques Collin,
forçat évadé, dont l'audace ne recule devant rien, pas même devant le sacrilège, dit vivement le juge en plongeant son regard dans les yeux du prévenu. Jacques Collin ne tressaillit pas, ne rougit pas. Il resta calme et prit un air naïvement curieux en regardant Camusot. « Moi, monsieur, un forçat ? Que l'ordre auquel j'appartiens et Dieu vous pardonne une pareille méprise. Dites-moi tout ce que je dois faire pour vous éviter de persister dans une insulte si grave envers le droit des gens, envers l'Église, envers le roi mon maître. » Le juge expliqua, sans répondre, au prévenu que, s'il avait subi la flétrissure infligée alors par les lois aux condamnés aux travaux forcés, en lui frappant l'épaule, les lettres reparaîtraient aussitôt. « Ah, monsieur, dit Jacques Collin, il serait bien malheureux que mon dévouement à la cause royale me devînt funeste. »« Expliquez-vous, dit le juge. Vous êtes ici pour cela. »« Eh bien, monsieur, je dois avoir bien des cicatrices dans le dos, car j'ai été fusillé par derrière, comme traître au pays, tandis que j'étais fidèle à mon roi, par les constitutionnels qui m'ont laissé pour mort. »« Vous avez été fusillé, et vous vivez, dit Camusot. J'avais quelque intelligence avec les soldats à qui des personnes pieuses avaient remis quelque argent. Et alors, ils m'ont placé si loin que j'ai seulement reçu des balles presque mortes. Les soldats ont visé le dos. C'est un fait que son Excellence, l'ambassadeur, pourra vous attester. Ce diable d'homme a réponse à tout. Tant mieux, d'ailleurs, pensait Camusot, qui ne paraissait aussi sévère que pour satisfaire aux exigences de la justice et de la police. Comment un homme de votre caractère s'est-il trouvé chez la maîtresse du baron de Nucingen ? Et quelle maîtresse ? Une ancienne fille. Voici pourquoi l'on m'a trouvé dans la maison d'une courtisane, monsieur, répondit Jacques Collin. Mais avant de vous dire la raison qui m'y conduisait, je dois vous faire observer qu'au moment où je franchissais la première marche de l'escalier, j'ai été saisi par l'invasion subite de ma maladie. Je n'ai donc pas pu parler à temps à cette fille. J'avais eu connaissance du dessein que méditait mademoiselle Esther de se donner la mort, et comme il s'agissait des intérêts du jeune Lucien de Rubempré, pour qui j'ai une affection particulière, dont les motifs sont sacrés, j'allais essayer de détourner la pauvre créature de la voie où la conduisait le désespoir. Je voulais lui dire que Lucien devait échouer dans sa dernière tentative auprès de mademoiselle Clotilde, et en lui apprenant qu'elle héritait de 7 millions, j'espérais lui rendre le courage de vivre. J'ai la certitude, monsieur le juge, d'avoir été la victime des secrets qui me furent confiés. À la manière dont j'ai été foudroyé, je pense que le matin même, on m'avait empoisonné. Mais la force de mon tempérament m'a sauvé. Je sais que, depuis longtemps, un agent de la police politique me poursuit et cherche à m'envelopper dans quelque méchante affaire. Si, sur ma demande, lors de mon arrestation, vous aviez fait venir un médecin, vous auriez eu la preuve de ce que je vous dis en ce moment sur l'état de ma santé. Croyez, monsieur, que des personnages placés au-dessus de nous ont un intérêt violent à me confondre avec quelques scélérats pour avoir le droit de se défaire de moi. Ce n'est pas tout gain que de servir les rois. Ils ont leur petitesse, mais l'Église seule est parfaite. Il est impossible de rendre le jeu de physionomie de Jacques Collin, qui mit avec intention 10 minutes à dire cette tirade, phrase à phrase. Tout en était si vraisemblable, surtout l'allusion à Corentin, que le juge en fut ébranlé. « Pouvez-vous me confier les causes de votre affection pour monsieur Lucien de Rubempré ? » ?»« Ne les devinez-vous pas ? J'ai 60 ans, monsieur. Je vous en supplie, n'écrivez pas cela. C'est... Faut-il donc absolument ? Il est dans votre intérêt, et surtout dans celui de Lucien de Rubempré, de tout dire, répondit le juge. Eh bien, c'est... Ah, mon Dieu, c'est mon fils, ajouta-t-il en murmurant. Et il s'évanouit. N'écrivez pas cela, Coquart, dit Camusot tout bas. Coquart se leva pour aller prendre une petite fiole de vinaigre des 4 voleurs. Si c'est Jacques Collin, c'est un bien grand comédien, pensait Camusot. Coquart faisait respirer du vinaigre au vieux forçat que le juge examinait avec une perspicacité de lynx et de magistrat. « Il faut lui faire ôter sa perruque, dit Camusot,
en attendant que Jacques Collin eût repris ses sens. Le vieux forçat entendit cette phrase et frémit de peur, car il savait quelle ignoble expression prenait alors sa physionomie. « Si vous n'avez pas la force d'ôter votre perruque… »« Oui, coquard, ôtez-la » dit le juge à son greffier. Jacques Collin avança la tête vers le greffier avec une résignation admirable, mais alors sa tête dépouillée de cet ornement fut épouvantable à voir. Elle eut son caractère réel. Ce spectacle plongea Camusot dans une grande incertitude. En attendant le médecin et un infirmier, il se mit à classer et à examiner tous les papiers et les objets saisis au domicile de Lucien. Après avoir opéré rue Saint-Georges, chez mademoiselle Esther, la justice était descendue quai Malaquais y faire des perquisitions. « Vous mettez la main sur les lettres de madame la comtesse de Sérisy, dit Carlos Herrera. Mais je ne sais pas pourquoi vous avez tous les papiers de Lucien. Lucien de Rubempré, soupçonné d'être votre complice, est arrêté, répondit le juge qui voulut voir quel effet produirait cette nouvelle sur son prévenu. Vous avez fait un grand malheur, car il est tout aussi innocent que moi, répondit le faux espagnol sans montrer la moindre émotion. Nous verrons. Nous n'en sommes encore qu'à votre identité, reprit Camusot, surpris de la tranquillité du prévenu. Si vous êtes réellement don Carlos Herrera, ce fait changerait immédiatement la situation de Lucien Chardon. Oui, c'était bien madame Chardon, mademoiselle de Rubempré, dit Carlos en murmurant. Ah, c'est une des plus grandes fautes de ma vie. Il leva les yeux au ciel, et, à la manière dont il agita ses lèvres, il parut dire une prière fervente. Mais si vous êtes Jacques Collin, s'il a été sciemment le compagnon d'un forçat évadé, d'un sacrilège, tous les crimes que la justice soupçonne deviennent plus que probables. Carlos Herrera fut de bronze en écoutant cette phrase habilement dite par le juge, et pour toute réponse à ces mots sciemment, forçat, évadé, il levait les mains par un geste noblement douloureux. Monsieur l'abbé, reprit le juge avec une excessive politesse, si vous êtes don Carlos Herrera, vous nous pardonnerez tout ce que nous sommes obligés de faire dans l'intérêt de la justice et de la vérité. Jacques Collin devina le piège au seul son de voix du juge quand il prononça « Monsieur l'abbé ». La contenance de cet homme fut la même. Camusot attendait un mouvement de joie qui eût été comme un premier indice de la qualité de forçat par le contentement ineffable du criminel trompant son juge. Mais il trouva le héros du bagne sous les armes de la dissimulation la plus machiavélique. « Je suis diplomate, et j'appartiens à un ordre où l'on fait des vœux bien austères, » répondit Jacques Collin avec une douceur apostolique. « Je comprends tout, et je suis habitué à souffrir. Je serais déjà libre si vous aviez découvert chez moi la cachette où sont mes papiers, car je vois que vous n'avez saisi que des papiers insignifiants. » Ce fut un coup de grâce pour Camusot. Jacques Collin avait déjà contrebalancé, par son aisance et sa simplicité, tous les soupçons que la vue de sa tête avait fait naître. « Où sont ces papiers ? Je vous en indiquerai la place si vous voulez faire accompagner votre délégué par un secrétaire de légation de l'ambassade d'Espagne, qui le recevra et à qui vous en répondrez, car il s'agit de mon état, de pièces diplomatiques et de secrets qui compromettent le feu roi Louis XVIII. Ah, monsieur, il vaudrait mieux… Enfin, vous êtes magistrat. D'ailleurs, l'ambassadeur, à qui j'en appelle de tout ceci, appréciera. » En ce moment, le médecin et l'infirmier entrèrent après avoir été annoncés par l'huissier. « Bonjour, monsieur, » dit Camusot au médecin. « Je vous requiers pour constater l'état où se trouve le prévenu que voici. Il dit avoir été empoisonné. Il prétend être à la mort depuis avant-hier. Voyez s'il y a du danger à le déshabiller et à procéder à la vérification de la marque. » Le médecin prit la main de Jacques Collin, lui tâta le pouls, lui demanda de présenter la langue et le regarda très attentivement. Cette inspection dura 10 minutes environ. « Le prévenu, répondit le médecin, a beaucoup souffert, mais il jouit en ce moment d'une grande force. »
Cette force factice est due, monsieur, à l'excitation nerveuse que me cause mon étrange situation, répondit Jacques Collin avec la dignité d'un évêque. Cela se peut, dit le médecin. Sur un signe du juge, le prévenu fut déshabillé. On lui laissa son pantalon, mais on le dépouilla de tout, même de sa chemise. Et alors, on put admirer un torse velu d'une puissance cyclopéenne. C'était l'Hercule Farnèse de Naples, sans sa colossale exagération. « À quoi la nature destine-t-elle des hommes ainsi bâtis ?» dit le médecin à Camusot. L'huissier revint avec cette espèce de batte en ébène qui, depuis un temps immémorial, est l'insigne de leur fonction et qu'on appelle une verge. Il en frappa plusieurs coups à l'endroit où le bourreau avait appliqué les fatales lettres. 17 trous reparurent alors, tous capricieusement distribués, mais, malgré le soin avec lequel on examina le dos, on ne vit aucune forme de lettre. Seulement, l'huissier fit observer que la barre du T se trouvait indiquée par 2 trous dont l'intervalle avait la longueur de cette barre entre les 2 virgules qui la terminent à chaque bout, et qu'un autre trou marquait le point final du corps de la lettre. « C'est néanmoins bien vague, » dit Camusot, en voyant le doute peint sur la figure du médecin. Carlos demanda qu'on fît la même opération sur l'autre épaule et au milieu du dos. Une quinzaine d'autres cicatrices reparurent que le médecin observa sur la réclamation de l'Espagnol, et il déclara que le dos avait été si profondément labouré par des plaies que la marque ne pourrait reparaître dans le cas où l'exécuteur l'y aurait imprimée. En ce moment, un garçon de bureau de la préfecture de police entra, remit un pli à M. Camusot et demanda la réponse. Après avoir lu, le magistrat alla parler à Coquart, mais si bien dans l'oreille que personne ne put rien entendre. Seulement, à un regard de Camusot, Jacques Collin devina qu'un renseignement sur lui venait d'être transmis par le préfet de police. « J'ai toujours l'ami de Peyrade sur les talons, pensa Jacques Collin. Si je le connaissais, je me débarrasserais de lui comme de Contenson. Pourrais-je encore une fois revoir Asie ? » Après avoir signé le papier écrit par Coquart, le juge le mit sous enveloppe et le tendit au garçon de bureau des délégations. Le bureau des délégations est un auxiliaire indispensable à la justice. Ce bureau, présidé par un commissaire de police ad hoc, se compose d'officiers de paix qui exécutent avec l'aide des commissaires de police de chaque quartier les mandats de perquisition et même d'arrestation chez les personnes soupçonnées de complicité dans les crimes ou dans les délits. Ces délégués de l'autorité judiciaire épargnent alors aux magistrats chargés d'une instruction un temps précieux. Le prévenu, sur un signe du juge, fut alors habillé par le médecin et par l'infirmier qui se retirèrent, ainsi que l'huissier. Camusot s'assit à son bureau, jouant avec sa plume. « Vous avez une tante ?» dit brusquement Camusot à Jacques Collin. « Une tante ?» répondit avec étonnement don Carlos Herrera. « Mais, monsieur, je n'ai point de parents. Je suis l'enfant non reconnu du feu duc d'Osuna. » Et en lui-même, il se disait « Il brûle !» Allusion au jeu de cache-cache, qui d'ailleurs est une enfantine image de la lutte terrible entre la justice et le criminel. « Bah, dit Camusot, allons, vous avez encore votre tante, mademoiselle Jacqueline Collin, que vous avez placée sous le nom bizarre d'Asie, auprès de la demoiselle Esther. » Jacques Collin fit un insouciant mouvement d'épaule parfaitement en harmonie avec l'air de curiosité par lequel il accueillait les paroles du juge qu'il examinait avec une attention narquoise. « Prenez garde, reprit Camusot. Écoutez-moi bien. Je vous écoute, monsieur. Votre tante est marchande au Temple. Son commerce est géré par une mademoiselle Paccard, sœur d'un condamné, très honnête fille d'ailleurs, surnommée la Romette. La justice est sur les traces de votre tante, et dans quelques heures, nous aurons des preuves décisives. Cette femme vous est bien dévouée. » « Continuez, monsieur le juge, » dit tranquillement Jacques Collin en réponse à une pause de Camusot. « Je vous écoute. »« Votre tante, qui compte environ 5 ans de plus que vous, a été la maîtresse de Marat, d'odieuse mémoire. C'est de cette source ensanglantée que lui est venu le noyau de la fortune qu'elle possède.
C'est, selon les renseignements que je reçois, une très habile recéleuse, car on n'a pas encore de preuves contre elle. Après la mort de Marat, elle aurait appartenu, selon les rapports que je tiens entre les mains, à un chimiste condamné à mort en l'an 8 pour crime de fausse monnaie. Elle a paru comme témoin dans le procès. C'est dans cette intimité qu'elle aurait acquis des connaissances en toxicologie. Elle a été marchande à la toilette de l'an 9 à 1805. Elle a subi 2 ans de prison en 1807 et 1808 pour avoir livré des mineurs à la débauche. Vous étiez alors poursuivi pour crime de faux. Vous aviez quitté la maison de banque où votre tante vous avait placé comme commis, grâce à l'éducation que vous aviez reçue et aux protections dont jouissait votre tante auprès des personnages à la dépravation desquels elle fournissait des victimes. Tout ceci ressemblerait peu à la grandesse des ducs d'Ossuna. Persistez-vous dans vos dénégations ? Jacques Collin écoutait M. Camusot en pensant à son enfance heureuse, au collège des oratoriens, d'où il était sorti. Méditation qui lui donnait un air véritablement étonné. Malgré l'habileté de sa diction interrogative, Camusot n'arracha pas un mouvement à cette physionomie placide. « Si vous avez fidèlement écrit l'explication que je vous ai donnée en commençant, vous pouvez la relire, répondit Jacques Collin. Je ne puis varier. Je ne suis pas allé chez la courtisane. Comment saurais-je qui elle avait pour cuisinière ? Je suis tout à fait étranger aux personnes de qui vous me parlez. Nous allons procéder, malgré vos dénégations, à des confrontations qui pourront diminuer votre assurance. Un homme déjà fusillé une fois est habitué à tout, répondit Jacques Collin avec douceur. Camusot retourna visiter les papiers saisis en attendant le retour du chef de la sûreté dont la diligence fut extrême, car il était 11h30. L'interrogatoire avait commencé vers 10h, et l'huissier vint annoncer au juge à voix basse l'arrivée de Bibi Lupin. « Qu'il entre !» répondit M. Camusot. En entrant, Bibi Lupin, de qui l'on attendait un « c'est bien lui », resta surpris. Il ne reconnaissait plus le visage de sa pratique dans une face criblée de petites véroles. Cette hésitation frappa le juge. « C'est bien sa taille, sa corpulence ?» dit l'agent. « Ah, c'est toi, Jacques Collin !» reprit-il en examinant les yeux, la coupe du front et les oreilles. « Il y a des choses qu'on ne peut pas déguiser. »« C'est parfaitement lui, monsieur Camusot. Jacques a la cicatrice d'un coup de couteau dans le bras gauche. Faites-lui ôter sa redingote, vous allez la voir. » De nouveau, Jacques Collin fut obligé de se dépouiller de sa redingote. Bibi Lupin retroussa la manche de la chemise et montra la cicatrice indiquée. « C'est une balle, répondit don Carlos Herrera. Voici bien d'autres cicatrices. »« Ah, c'est bien sa voix !» s'écria Bibi Lupin. « Votre certitude, dit le juge, est un simple renseignement. Ce n'est pas une preuve. »« Je le sais, répondit humblement Bibi Lupin. Mais je vous trouverai des témoins. Déjà, l'une des pensionnaires de la maison Vauquier est là, dit-il en regardant Collin. La figure placide que se faisait Collin ne vacilla pas. « Faites entrer cette personne, dit péremptoirement M. Camusot, dont le mécontentement perça malgré son apparente indifférence. Ce mouvement fut remarqué par Jacques Collin, qui comptait peu sur la sympathie de son juge d'instruction, et il tomba dans une apathie produite par la violente méditation à laquelle il se livra pour en rechercher la cause. L'huissier introduisit madame Poiret, dont la vue inopinée occasionna chez le forçat un léger tremblement, mais cette trépidation ne fut pas observée par le juge, dont le parti semblait pris. « Comment vous nommez-vous » demanda le juge en procédant à l'accomplissement des formalités qui commencent toutes les dépositions et les interrogatoires. Madame Poiret, petite vieille blanche et ridée comme un riz de veau, vêtue d'une robe de soie gros bleu, déclara se nommer Christine Michel Michonneau, épouse du sieur Poiret, être âgée de 51 ans, être née à Paris, demeurer rue des Poules au coin de la rue des Postes, et avoir pour état celui de logeuse en garni. « Vous avez habité, madame, dit le juge,
Une pension bourgeoise en 1818 et 1819, tenue par une dame Vauquer. Oui, monsieur. C'est là que je fis la connaissance de monsieur Poiret, ancien employé retraité, devenu mon mari que, depuis 1 an, je garde au lit, pauvre homme. Il est bien malade. Aussi ne saurais-je rester pendant longtemps hors de ma maison. Il se trouvait alors dans cette pension un certain Vautrin, demanda le juge. Oh, monsieur, c'est toute une histoire. C'était un affreux galérien. Vous avez coopéré à son arrestation. C'est faux, monsieur. Vous êtes devant la justice. Prenez garde, dit sévèrement monsieur Camusot. Madame Poiret garda le silence. Rappelez vos souvenirs, reprit Camusot. Vous souvenez-vous bien de cet homme? Le reconnaîtriez-vous? Je le crois. Est-ce l'homme que voici? Dit le juge. Madame Poiret mit ses conserves et regarda l'abbé Carlos Herrera. C'est sa carrure, sa taille, mais non, si. Monsieur le juge, reprit-elle, si je pouvais voir sa poitrine nue, je le reconnaîtrais à l'instant. Voir le père Goriot. Le juge et le greffier ne purent s'empêcher de rire, malgré la gravité de leurs fonctions. Jacques Collin partagea leur hilarité, mais avec mesure. Le prévenu n'avait pas remis la redingote que Bibi Lupin venait de lui ôter. Et, sur un signe du juge, il ouvrit complaisamment sa chemise. Voilà bien sa palatine. Mais elle a grisonné. Monsieur Vautrin, s'écria madame Poiret. Que répondez-vous à cela? Demanda le juge. Que c'est une folle, dit Jacques Collin. Ah, mon Dieu, si j'avais un doute, car il n'a plus la même figure, cette voix suffirait. C'est bien lui qui m'a menacée. Ah, c'est son regard. L'agent de la police judiciaire et cette femme n'ont pas pu, reprit le juge en s'adressant à Jacques Collin, s'entendre pour dire de vous les mêmes choses. Car ni l'un ni l'autre ne vous avez vu. Comment expliquez-vous cela? La justice a commis des erreurs encore plus fortes que celle à laquelle donnerait lieu le témoignage d'une femme qui reconnaît un homme au poil de sa poitrine. Et les soupçons d'un agent de police, répondit Jacques Collin. On trouve en moi des ressemblances de voix, de regard, de taille avec un grand criminel, c'est déjà vague. Quant à la réminiscence qui prouverait entre madame et mon sosie des relations dont elle ne rougit pas, vous en avez ri vous-même. Voulez-vous, monsieur, dans l'intérêt de la vérité, que je désire établir pour mon compte, plus vivement que vous ne pouvez le souhaiter pour celui de la justice, demander à cette dame, foi... Poiret. Poiret? Pardonnez, je suis espagnole. Si elle se rappelle les personnes qui habitaient cette... Comment nommez-vous la maison? Une pension bourgeoise, dit madame Poiret. Je ne sais ce que c'est, répondit Jacques Collin. C'est une maison où l'on dîne et où l'on déjeune par abonnement. Vous avez raison, s'écria Camusot, qui fit un signe de tête favorable à Jacques Collin, tant il fut frappé de l'apparente bonne foi avec laquelle il lui fournissait les moyens d'arriver à un résultat. Essayez de vous rappeler les abonnés qui se trouvaient dans la pension lors de l'arrestation de Jacques Collin. Il y avait monsieur de Rastignac, le docteur Bianchon, le père Goriot, mademoiselle Taillefer. Bien, dit le juge, qui n'avait pas cessé d'observer Jacques Collin, dont la figure fut impassible. Eh bien, ce père Goriot. Il est mort, dit madame Poiret. Monsieur, dit Jacques Collin, j'ai plusieurs fois rencontré chez Lucien un monsieur de Rastignac, lié, je crois, avec madame de Nucingen. Et si c'est lui dont il serait question, jamais il ne m'a pris pour le forçat avec lequel on essaie de me confondre. Monsieur de Rastignac et le docteur Bianchon, dit le juge, occupent tous les deux des positions sociales telles que leur témoignage, s'il vous est favorable, suffirait pour vous faire élargir. Coquart, préparez leur citation. En quelques minutes, les formalités de la déposition de madame Poiret furent terminées. Coquart lui relut le procès-verbal de la scène qui venait d'avoir lieu, et elle le signa. Mais le prévenu refusa de signer, en se fondant sur l'ignorance où il était des formes de la justice française.
En voilà bien assez pour aujourd'hui, reprit M. Camusot. Vous devez avoir besoin de prendre quelques aliments. Je vais vous faire reconduire à la conciergerie. Hélas, je souffre trop pour manger, dit Jacques Collin. Camusot voulait faire coïncider le moment du retour de Jacques Collin avec l'heure de la promenade des accusés dans le préau, mais il voulait avoir du directeur de la conciergerie une réponse à l'ordre qu'il lui avait donné le matin, et il sonna pour envoyer son huissier. L'huissier vint et dit que la portière de la maison du quai Malaquais avait à lui remettre une pièce importante relative à M. Lucien de Rubempré. Cet incident devint si grave qu'il fit oublier son dessein à Camusot. « Qu'elle entre, dit-il. »« Pardon, excuse, monsieur, fit la portière en saluant le juge et l'abbé Carlos tour à tour. Nous avons été si troublés, mon mari et moi, par la justice, les 2 fois qu'elle est venue, que nous avons oublié dans notre commode une lettre à l'adresse de monsieur Lucien, et pour laquelle nous avons payé 10 sous. Quoiqu'elle soit de Paris, car elle est très lourde. Voulez-vous me rembourser le port? Dieu sait quand nous reverrons nos locataires. Cette lettre vous a été remise par le facteur? Demanda Camusot après avoir examiné très attentivement l'enveloppe. Oui, monsieur. Coquard, vous allez dresser procès-verbal de cette déclaration. Allez, ma bonne femme, donnez vos noms, vos qualités. Camusot fit prêter serment à la portière, puis il dicta le procès-verbal. Pendant l'accomplissement de ces formalités, il vérifiait le timbre de la poste qui portait les dates des heures de levée et de distribution, ainsi que la date du jour. Or, cette lettre, remise chez Lucien le lendemain de la mort d'Esther, avait été sans nul doute écrite et jetée à la poste le jour de la catastrophe. Maintenant, on pourra juger de la stupéfaction de M. Camusot en lisant cette lettre, écrite et signée par celle qu'on croyait la victime d'un crime. Esther à Lucien. Lundi, 13 mai 1830. Mon dernier jour, à 10 heures du matin. Mon Lucien, je n'ai pas 1 heure à vivre. À 11 heures, je serai morte, et je mourrai sans aucune douleur. J'ai payé 50 000 francs, une jolie petite groseille noire contenant un poison qui tue avec la rapidité de l'éclair. Ainsi, ma biche, tu pourras te dire, ma petite Esther n'a pas souffert. Oui, je n'aurais souffert qu'en t'écrivant ces pages. Ce monstre qui m'a si chèrement acheté, en sachant que le jour où je me regarderais comme à lui n'aurait pas de lendemain. Nuncingen vient de partir, ivre comme un ours qu'on aurait grisé. Pour la première et la dernière fois de ma vie, j'ai pu comparer mon ancien métier de fille de joie à la vie de l'amour, superposer la tendresse qui s'épanouit dans l'infini à l'horreur du devoir qui voudrait s'anéantir au point de ne pas laisser de place au baiser. Il fallait ce dégoût pour trouver la mort adorable. J'ai pris un bain. J'aurais voulu pouvoir faire venir le confesseur du couvent où j'ai reçu le baptême, me confesser et me laver l'âme. Mais c'est assez de prostitution comme cela. Ce serait profaner un sacrement. Et je me sens d'ailleurs baignée dans les eaux d'un repentir sincère. Dieu fera de moi ce qu'il voudra. Laissons toutes ces pleurnicheries. Je veux être pour toi, ton Esther, jusqu'au dernier moment. Ne pas t'ennuyer de ma mort, de l'avenir, du bon Dieu, qui ne serait pas bon s'il me tourmentait dans l'autre vie, quand j'ai dévoré tant de douleurs dans celle-ci. J'ai ton délicieux portrait fait par Madame de Mirbel devant moi. Cette feuille d'ivoire me consolait de ton absence. Je la regarde avec ivresse en t'écrivant mes dernières pensées, en te peignant les derniers battements de mon cœur. Je te mettrai sous ce pli le portrait, car je ne veux pas qu'on le pille, ni qu'on le vende. La seule pensée de savoir ce qui a fait ma joie confondue sous le vitrage d'un marchand parmi des dames et des officiers de l'Empire, ou des drôleries chinoises, me donne la petite mort. Ce portrait, mon mignon, efface-le, ne le donne à personne. À moins que ce présent ne te rende le cœur de cette latte qui marche et qui porte des robes, de cette Clotilde de Grandlieu, qui te fera des noirs en dormant, tant elle a les os pointus. Oui, j'y consens. Je te serai encore bonne à quelque chose comme de mon vivant. Ah, pour te faire plaisir,
Ou si cela t'eût seulement fait rire, je me serais tenu devant un brasier en ayant dans la bouche une pomme pour te la cuire. Ma mort te sera donc utile encore. J'aurais troublé ton ménage. Oh, cette Clotilde, je ne la comprends pas. Pouvoir être ta femme, porter ton nom, ne te quitter ni jour ni nuit, être à toi et faire des façons. Il faut être du faubourg Saint-Germain pour cela, et n'avoir pas 10 livres de chair sur les os. Pauvre Lucien, cher ambitieux manqué, je songe à ton avenir. Va, tu regretteras plus d'une fois ton pauvre chien fidèle, cette bonne fille qui volait pour toi, qui se serait laissée traîner en cour d'assises pour assurer ton bonheur, dont la seule occupation était de rêver à tes plaisirs, de t'en inventer, qui avait de l'amour pour toi, dans les cheveux, dans les pieds, dans les oreilles. Enfin, ta ballerina, dont tous les regards étaient autant de bénédictions. Qui, durant 6 ans, n'a pensé qu'à toi, qui fut si bien ta chose que je n'ai jamais été qu'une émanation de ton âme comme la lumière est celle du soleil. Mais enfin, faute d'argent et d'honneur, hélas, je ne puis pas être ta femme. J'ai toujours pourvu à ton avenir en te donnant tout ce que j'ai. Viens aussitôt cette lettre reçue, et prends ce qui sera sous mon oreiller, car je me défie des gens de la maison. Vois-tu, je veux être belle en morte. Je me coucherai, je m'étendrai dans mon lit, je me poserai, quoi. Puis je presserai la groseille contre le voile du palais, et je ne serai défigurée ni par des convulsions, ni par une posture ridicule. Je sais que madame de Sérisy s'est brouillée avec toi, rapport à moi. Mais, vois-tu, mon chat, quand elle saura que je suis morte, elle te pardonnera. Tu la cultiveras. Elle te mariera bien, si les grands lieux persistent dans leur refus. Mon Nini, je ne veux pas que tu fasses de grand, hélas, en apprenant ma mort. D'abord, je dois te dire que l'heure d'11 heures du lundi 13 mai n'est que la terminaison d'une longue maladie qui a commencé le jour où, sur la terrasse de Saint-Germain, vous m'avez rejeté dans mon ancienne carrière. On a mal à l'âme comme on a mal au corps. Seulement l'âme ne peut pas se laisser bêtement souffrir comme le corps. Le corps ne soutient pas l'âme comme l'âme soutient le corps. Et l'âme a le moyen de se guérir dans la réflexion qui fait recourir au litre de charbon des couturières. Tu m'as donné toute une vie avant-hier en me disant que si Clotilde te refusait encore, tu m'épouserais. C'eût été pour nous deux un grand malheur. Je serais morte davantage, pour ainsi dire, car il y a des morts plus ou moins amères. Jamais le monde ne nous aurait acceptés. Voici 2 mois que je réfléchis à bien les choses. Va. Une pauvre fille est dans la boue, comme j'y étais avant mon entrée au couvent. Les hommes la trouvent belle, ils la font servir à leur plaisir en se dispensant d'égards. Ils la renvoient à pied, après être allés la chercher en voiture. S'ils ne les crachent pas à la figure, c'est qu'elle est préservée de cet outrage par sa beauté. Mais, moralement, ils font pis. Eh bien, que cette fille hérite de 5 à 6 millions, elle sera recherchée par des princes. Elle sera saluée avec respect quand elle passera dans sa voiture. Elle pourra choisir parmi les plus anciens écussons de France et de Navarre. Ce monde, qui nous aurait dit raca en voyant 2 beaux êtres unis et heureux, a constamment salué madame de Staël malgré ses farces, parce qu'elle avait 200 000 livres de rente. Le monde, qui plie devant l'argent ou la gloire, ne veut pas plier devant le bonheur, ni devant la vertu. Car j'aurais fait du bien. Oh, combien de larmes aurais-je séchées. Autant je crois que j'en ai versé. Oui, j'aurais voulu ne vivre que pour toi et pour la charité. Voilà les réflexions qui me rendent la mort adorable. Ainsi, ne fais pas de lamentation, mon bon chat. Dis-toi souvent, il y a eu 2 bonnes filles, 2 belles créatures, qui toutes 2 sont mortes pour moi, sans m'en vouloir, qui m'adoraient. Élève dans ton cœur un souvenir à Coralie, à Esther, et va ton train. Te souviens-tu du jour où tu m'as montré vieille, ratatinée, en capote vermelon, en douillette puce à taches de graisse noire, la maîtresse d'un poète d'avant la Révolution, à peine réchauffée par le soleil,
quoiqu'elle se fût mise en espalier aux Tuileries, et s'inquiétant d'un horrible carlin, le dernier des carlins. Tu sais, elle avait eu des laquais, des équipages, un hôtel. Je t'ai dit alors, il vaut mieux mourir à 30 ans. Eh bien, ce jour-là, tu m'as trouvée pensive, tu as fait des folies pour me distraire. Et, entre deux baisers, je t'ai dit encore, tous les jours les jolies femmes sortent du spectacle avant la fin. Eh bien, je n'ai pas voulu voir la dernière pièce, voilà tout. Tu dois me trouver bavarde, mais c'est mon dernier ragot. Je t'écris comme je te parlais, et je veux te parler gaiement. Les couturières qui se lamentent m'ont toujours fait horreur. Tu sais que j'avais su bien mourir une fois déjà, à mon retour de ce fatal bal de l'opéra, où l'on t'a dit que j'avais été fille. Oh non, mon Nini, ne donne jamais ce portrait. Si tu savais avec quel flot d'amour je viens de m'abîmer dans tes yeux en les regardant avec ivresse pendant une pause que j'ai faite. Tu penserais, en y reprenant l'amour que j'ai tâché d'incruster sur cet ivoire, que l'âme de ta biche aimée est là. Une morte qui demande l'aumône. En voilà du comique. Allons, il faut savoir se tenir tranquille dans sa tombe. Tu ne sais pas combien ma mort paraîtrait héroïque aux imbéciles s'ils savaient que cette nuit, Nucingen m'a offert 2 millions si je voulais l'aimer comme je t'aimais. Il sera joliment volé quand il saura que je lui ai tenu parole en crevant de lui. J'ai tout tenté pour continuer à respirer l'air que tu respires. J'ai dit à ce gros voleur, « Voulez-vous être aimé ?» Comme vous le demandez. Je m'engagerai même à ne jamais revoir Lucien. Que faut-il faire ? A-t-il demandé. Donnez-moi 2 millions pour lui. Non, si tu avais vu sa grimace. Ah, j'en aurais ri, si ça n'avait pas été si tragique pour moi. Évitez-vous un refus, lui ai-je dit. Je le vois, vous tenez plus à 2 millions qu'à moi. Une femme est toujours bien aise de savoir ce qu'elle vaut, ai-je ajouté en lui tournant le dos. Ce vieux coquin saura dans quelques heures que je ne plaisantais pas. Qu'est-ce qui te fera comme moi, ta raie dans les cheveux ? Bah, je ne veux plus penser à rien de la vie. Je n'ai plus que 5 minutes. Je les donne à Dieu. N'en sois pas jaloux, mon cher ange. Je veux lui parler de toi, lui demander ton bonheur pour prix de ma mort et de mes punitions dans l'autre monde. Ça m'ennuie bien d'aller dans l'enfer. J'aurais voulu voir les anges pour savoir s'ils te ressemblent. Adieu, mon Nini, adieu. Je te bénis de tout mon malheur. Jusque dans la tombe, je serai ton Esther. 11 heures sonnent. J'ai fait ma dernière prière. Je vais me coucher pour mourir. Encore une fois, adieu. Je voudrais que la chaleur de ma main laissât là mon âme, comme j'y mets un dernier baiser. Et je veux, encore une fois, te nommer mon gentil Minet, quoique tu sois la cause de la mort de ton Esther. Un mouvement de jalousie pressa le cœur du juge en terminant la lettre de la seule lettre d'un suicide qu'il eût vue écrite avec cette gaieté, quoique ce fût une gaieté fébrile, et le dernier effort d'une tendresse aveugle. Qu'a-t-il donc de particulier pour être aimé ainsi ? Pensa-t-il en répétant ce que disent tous les hommes qui n'ont pas le don de plaire aux femmes. S'il vous est possible de prouver non seulement que vous n'êtes pas Jacques Collin, forçat libéré, mais encore que vous êtes bien réellement Don Carlos Herrera, chanoine de Tolède, envoyé secret de Sa Majesté Ferdinand VII, dit le juge à Jacques Collin, vous serez mis en liberté, car l'impartialité qu'exige mon ministère m'oblige à vous dire que je reçois à l'instant une lettre de la demoiselle Esther Gobseck, où elle avoue l'intention de se donner la mort, et où elle émet sur ses domestiques des soupçons qui paraissent les désigner comme étant les auteurs de la soustraction des 750 000 francs. En parlant, M. Camusot comparait l'écriture de la lettre avec celle du testament, et il fut évident pour lui que la lettre était bien écrite par la même personne qui avait fait le testament. « Monsieur, vous vous êtes trop pressé de croire à un crime. Ne vous pressez pas de croire à un vol. »« Ah » dit Camusot en jetant un regard de juge sur le prévenu.
Ne croyez pas que je me compromette en vous disant que cette somme peut se retrouver, reprit Jacques Collin en faisant entendre au juge qu'il comprenait son soupçon. Cette pauvre fille était bien aimée par ces gens, et si j'étais libre, je me chargerais de chercher un argent qui maintenant appartient à l'être que j'aime le plus au monde, à Lucien. Auriez-vous la bonté de me permettre de lire cette lettre ? Ce sera bientôt fait. C'est la preuve de l'innocence de mon cher enfant. Vous ne pouvez pas craindre que je l'anéantisse, ni que j'en parle. Je suis au secret. Au secret, s'écria le magistrat. Vous n'y serez plus. C'est moi qui vous prie d'établir le plus promptement possible votre état. Ayez recours à votre ambassadeur si vous voulez. Et il tendit la lettre à Jacques Collin. Camusot était heureux de sortir d'embarras, de pouvoir satisfaire le procureur général, mesdames de Maufrigneuse et de Sérisy. Néanmoins, il examina froidement et curieusement la figure de son prévenu pendant qu'il lisait la lettre de la courtisane. Et, malgré la sincérité des sentiments qui s'y peignaient, il se disait « C'est pourtant bien là une physionomie de bagne. » « Voilà comme on l'aime, » dit Jacques Collin en rendant la lettre. Et il fit voir à Camusot une figure baignée de larmes. « Si vous le connaissiez, » reprit-il, « c'est une âme si jeune, si fraîche, une beauté si magnifique, un enfant, un poète. On éprouve irrésistiblement le besoin de se sacrifier à lui, de satisfaire ses moindres désirs. Ce cher Lucien est si ravissant quand il est câlin. » « Allons, dit le magistrat en faisant encore un effort pour découvrir la vérité. Vous ne pouvez pas être Jacques Collin. »« Non, monsieur, » répondit le forçat. Et Jacques Collin se fit plus que jamais Don Carlos Herrera. Dans son désir de terminer son œuvre, il s'avança vers le juge, l'emmena dans l'embrasure de la croisée et prit les manières d'un prince de l'Église en prenant le ton des confidences. « J'aime tant cet enfant, monsieur, que s'il fallait être le criminel pour qui vous me prenez, afin d'éviter un désagrément à cette idole de mon cœur, je m'accuserais, dit-il à voix basse. J'imiterais la pauvre fille qui s'est tuée à son profit. Aussi, monsieur, vous suppliais-je de m'accorder une faveur, c'est de mettre Lucien en liberté sur-le-champ. Mon devoir s'y oppose, dit Camusot avec bonhomie. Mais s'il est avec le ciel des accommodements, la justice sait avoir des égards, et si vous pouvez me donner de bonnes raisons, parlez, ceci ne sera pas écrit. Eh bien, reprit Jacques Collin, trompé par la bonhomie de Camusot, je sais tout ce que ce pauvre enfant souffre en ce moment. Il est capable d'attenter à ses jours en se voyant en prison. Oh, quant à cela, dit Camusot, en faisant un haut-le-corps. Vous ne savez pas à qui vous obligez en m'obligeant, ajouta Jacques Collin, qui voulut remuer d'autres cordes. Vous rendez service à un ordre plus puissant que des comtesses de Sérisy, que des duchesses de Maufrigneuse, qui ne vous pardonneront pas d'avoir eu dans votre cabinet leurs lettres, dit-il en montrant 2 liasses parfumées. Mon ordre a de la mémoire. Monsieur, dit Camusot, assez. Cherchez d'autres raisons à me donner. Je me dois autant au prévenu qu'à la vindicte publique. Eh bien, croyez-moi, je connais Lucien. C'est une âme de femme, de poète et de méridionale, sans consistance ni volonté, reprit Jacques Collin, qui crut avoir enfin deviné que le juge leur était acquis. Vous êtes certain de l'innocence de ce jeune homme. Ne le tourmentez pas, ne le questionnez point. Remettez-lui cette lettre, annoncez-lui qu'il est l'héritier d'Esther, et rendez-lui la liberté. Si vous agissez autrement, vous en serez au désespoir, tandis que si vous le relaxez purement et simplement, je vous expliquerai, moi. Gardez-moi au secret. Demain, ce soir, tout ce qui pourrait vous sembler mystérieux dans cette affaire, et les raisons de la poursuite acharnée dont je suis l'objet, mais je risquerai ma vie. On en veut à ma tête depuis 5 ans. Lucien, libre, riche et marié à Clotilde de Grandlieu, ma tâche ici-bas est accomplie. Je ne défendrai plus ma peau. Mon persécuteur est un espion de votre dernier roi. Ah, Corentin. Ah, il se nomme Corentin. Je vous remercie. Eh bien, monsieur, voulez-vous me promettre de faire ce que je vous demande ? Un juge ne peut et ne doit rien promettre. Coquard, dites à l'huissier et aux gendarmes de reconduire le prévenu à la conciergerie.
Je donnerai des ordres pour que ce soir vous soyez à la pistole, ajouta-t-il avec douceur en faisant un léger salut de tête au prévenu. Frappé de la demande que Jacques Collin venait de lui adresser et se rappelant l'insistance qu'il avait mise à être interrogé le premier, en s'appuyant sur son état de maladie, Camusot reprit toute sa défiance. En écoutant ses soupçons indéterminés, il vit le prétendu moribond allant, marchant comme un Hercule, ne faisant plus aucune des singeries si bien jouées qui en avaient signalé l'entrée. « Monsieur » Jacques Collin se retourna. « Mon greffier, malgré votre refus de le signer, va vous lire le procès-verbal de votre interrogatoire. » Le prévenu jouissait d'une admirable santé. Le mouvement par lequel il vint s'asseoir près du greffier fut un dernier trait de lumière pour le juge. « Vous avez été promptement guéri, dit Camusot. « Je suis pincé, pensa Jacques Collin. Puis il répondit à haute voix. « La joie, monsieur, est la seule panacée qui existe. Cette lettre, la preuve d'une innocence dont je ne doutais pas, voilà le grand remède. » Le juge suivit son prévenu d'un regard pensif lorsque l'huissier et les gendarmes l'entourèrent. Puis il fit le mouvement d'un homme qui se réveille et jeta la lettre d'Esther sur le bureau de son greffier. « Coquard, copiez cette lettre. » S'il est dans la nature de l'homme de se défier de ce qu'on le supplie de faire quand la chose demandée est contre ses intérêts ou contre son devoir, souvent même quand elle lui est indifférente, ce sentiment est la loi du juge d'instruction. Plus le prévenu, dont l'état n'était pas encore fixé, fit apercevoir de nuages à l'horizon dans le cas où Lucien serait interrogé, plus cet interrogatoire parut nécessaire à Camusot. Cette formalité n'eût pas été, d'après le code et les usages, indispensable, qu'elle était exigée par la question de l'identité de l'abbé Carlos. Dans toutes les carrières, il existe une conscience de métier. À défaut de curiosité, Camusot aurait questionné Lucien par bonheur de magistrat, comme il venait de questionner Jacques Collin, en déployant les ruses que se permet le magistrat le plus intègre. Le service à rendre, son avancement, tout passait chez Camusot après le désir de savoir la vérité, de la deviner, quitte à la terre. Il jouait du tambour sur les vitres en s'abandonnant au cours fluviatile de ses conjectures. Car alors, la pensée est comme une rivière qui parcourt 1000 contrées. Amants de la vérité, les magistrats sont comme les femmes jalouses. Ils se livrent à 1000 suppositions et les fouillent avec le poignard du soupçon comme le sacrificateur antique éventrait les victimes. Puis ils s'arrêtent non pas au vrai, mais au probable, et ils finissent par entrevoir le vrai. Une femme interroge un homme aimé comme le juge interroge un criminel. En de telles dispositions, un éclair, un mot, une inflexion de voix, une hésitation suffisent pour indiquer le fait, la trahison, le crime caché. La manière dont il vient de peindre son dévouement à son fils, si c'est son fils, me ferait croire qu'il s'est trouvé dans la maison de cette fille pour veiller au grain. Et, ne se doutant pas que l'oreiller de la morte cachait un testament, il aura pris, pour son fils, les 750 000 francs, par provision. Voilà la raison de sa promesse de faire retrouver la somme. Monsieur de Rubempré se doit à lui-même et doit à la justice d'éclaircir l'état civil de son père. Et me promettre la protection de son ordre, si je n'interroge pas Lucien. Il resta sur cette pensée. Comme on vient de le voir, un magistrat instructeur dirige un interrogatoire à son gré. Libre à lui d'avoir de la finesse ou d'en manquer. Un interrogatoire, ce n'est rien. Et c'est tout. Là gît la faveur. Camusot sonna, l'huissier était revenu. Il donna l'ordre d'aller chercher monsieur Lucien de Rubempré, mais en recommandant qu'il ne communiquât avec qui que ce soit pendant le trajet. Il était alors 2h après-midi. Il y a un secret, se dit en lui-même le juge, et ce secret doit être bien important. Le raisonnement de mon amphibie, qui n'est ni prêtre, ni séculier, ni forçat, ni espagnol, mais qui ne veut pas laisser sortir de la bouche de son protégé quelques paroles terribles, est ceci. Le poète est faible, il est femme. Il n'est pas comme moi, qui suis l'Hercule de la diplomatie, et vous lui arracherez facilement notre secret. Eh bien, nous allons tout savoir de l'innocent.
et il continua de frapper le bord de sa table avec son couteau d'ivoire, pendant que son greffier copiait la lettre d'Esther. Combien de bizarreries dans l'usage de nos facultés. Camusot supposait tous les crimes possibles et passait à côté du seul que le prévenu avait commis, le faux testament au profit de Lucien. Que ceux dont l'envie attaque la position des magistrats veuillent bien songer à cette vie passée en des soupçons continuels, à ces tortures imposées par ces gens à leur esprit, car les affaires civiles ne sont pas moins tortueuses que les instructions criminelles, et ils penseront peut-être que le prêtre et le magistrat ont un harnais également lourd, également garni de pointes à l'intérieur. Toute profession d'ailleurs a son cilice et ses casse-têtes chinois. Merci pour votre écoute jusqu'à présent. Suite au prochain épisode. À bientôt.